Bonjour, mon nom est Linda Binet. Je vous souhaite la bienvenue à mon atelier intitulé « Liens probables entre la perte de la biodiversité et certaines maladies émergentes » dans le cadre de ce beau colloque de l'AQPERE intitulé, comme vous le savez, « Tout un monde en santé ». Alors, afin de bien débuter cet atelier, je vais vous faire jouer une belle musique d'ambiance issue du répertoire de Camille Saint-Saëns, qui est un compositeur du 19e siècle. Et cette pièce est intitulée « Le carnaval des animaux ». Alors, à l'instant, alors, j'ai préparé quelques diapos afin de présenter cet atelier dans le cadre de ce colloque. Alors, tout va tourner, mon exposé va tourner autour du livre que j'ai écrit et qui a été publié dernièrement, intitulé « Covido, le pangolin », qui est un livre pour la jeunesse, spécifiquement pour les jeunes de 6 à 12 ans. Les niveaux de lecture sont davantage pour les 8 à 12 ans, mais un enfant de 6 ans peut comprendre très bien le sens du texte. Aussi, en 4e de couverture, j'ai dit que les jeunes de cœur de 6 à 6 ans pouvaient être enchantés par la lecture du conte. C'est un conte qui, j'espère, va faire partie des bibliothèques scolaires et des programmes de la culture à l'école, parce que je trouve que ce livre-là incite les jeunes et les moins jeunes, mais surtout la jeunesse, à adopter les bonnes valeurs qui sont essentielles pour relever les défis, faire face aux défis que nous aurons à relever, mais qui aussi sont actuellement à relever. Alors, pour écrire ce livre-là, j'ai finalement, il faut toujours faire référence aux principes de base en sciences. Et finalement, je rappelle un peu ce que c'est l'écologie. L'écologie, c'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Un écosystème, la notion d'écosystème réfère à un ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent, et tout ceci forme un écosystème. J'ai mis la photo ici d'un nommé Ernst Haeckel, qui est considéré comme le père de l'écologie. Cette photo date de 1860. Il a proposé le terme écologie en 1866 pour désigner la science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent.
Par la suite, il y a d'autres personnes qui ont poursuivi la route en ce sens. Je ne peux pas tous les nommer, mais il y a eu, bien sûr, le frère Marie-Victorin, Pierre Dansereau, et aussi un nommé Ramad, qui avait fait aussi beaucoup d'écrits sur l'écologie, l'écotoxicologie, etc. Maintenant, pourquoi j'ai nommé le livre Covido, le pangolin? Alors, le livre en tant que tel traite beaucoup de l'extinction des espèces menacées en voie d'extinction. Le pangolin, c'est un petit mammifère méconnu qui sont massacrés massivement pour leurs écailles. Alors, ils vivent surtout en Afrique et en Asie. Comme je l'ai dit, il y a des braconniers qui en font un commerce lucratif à cause des écailles, puis le commerce est illégal. Ils sont commercialisés principalement pour leur viande et leurs écailles sont broyées et on leur attribue des propriétés en médecine chinoise qui ne sont pas du tout vérifiées, mais des propriétés anti-inflammatoires, contre le psoriasis, pour la circulation du sang, des propriétés aphrodisiaques, en fait, plusieurs propriétés. Alors, leurs écailles sont très recherchées. Plus d'1 million d'entre eux ont été capturés dans la nature au cours des 10 dernières années. C'est l'espèce la plus braconnée au monde. Alors, bien sûr, ils ont été soupçonnés d'avoir transmis le virus du coronavirus à l'espèce humaine, mais pour le moment, il n'y a rien de fondé scientifiquement. On sait que le coronavirus, le SARS-CoV-2, est très fortement apparenté à un coronavirus affectant des chauves-souris du genre Rhinolophus. Et ça, c'est un article qui provient de l'Université Laval au tout début de la pandémie qui disait que le degré de similitude entre les virus retrouvés chez les personnes infectées du coronavirus et les séquences génomiques il y avait des taux de degré de similitude d'environ 95% avec les virus retrouvés chez certains pangolins. Mais par la suite, parce que les chauves-souris, c'est reconnu qu'ils sont certaines chauves-souris, certaines espèces sont reconnues comme être de bons réservoirs à virus, de coronavirus, entre autres. Mais l'espèce, les virus ne peuvent pas être directement infecter les humains. Ça prend un autre intermédiaire. Et on a pensé longtemps que le pangolin était cet autre intermédiaire-là, mais comme j'ai dit, maintenant, c'est pas tout à fait certain parce que les taux de similitude en 2021 sont plus vers 85-89% concernant le pangolin. Mais quoique l'espèce est très soupçonnée, on pense qu'il pourrait y avoir plusieurs autres intermédiaires aussi. Et l'origine de la pandémie, c'est encore en voie d'investigation. Il y a toutes sortes d'hypothèses aussi qui planent actuellement. Ce n'est pas le but de mon atelier de vous présenter cela. Moi, je voulais axer dans le livre sur les espèces en voie d'extinction, les animaux en voie d'extinction. Puis on a vu que le pangolin, il a un rôle à jouer dans l'écosystème où il vit parce qu'il mange beaucoup d'insectes. Il régularise les insectes dans leur milieu, là, dans la forêt subtropicale, les termites, les fourmis, etc. Alors,
ils ont un rôle à jouer. Et puis, comme j'ai dit, c'est le seul mammifère actuellement recouvert d'écailles. Donc, ce serait dommage qu'ils disparaissent de la planète, comme beaucoup d'autres animaux d'ailleurs. Donc, comme j'ai dit, il y a la possibilité de plusieurs autres intermédiaires. Il y a un grand commerce des animaux sauvages. Et puis, une autre espèce, comme je vous le mentionne ici, le gorille des montagnes. Le gorille des montagnes aussi, c'est une espèce en voie d'extinction. Il n'en resterait plus que 700 à travers le monde. Et finalement, ces gorilles-là sont menacés par le braconnage et la déforestation qui entravent leurs habitats. Un autre petit mammifère qui est en voie d'extinction, qui vit en Asie, c'est le pandarou. Lui aussi, il est en voie d'extinction. Il est très beau parce qu'il a une belle fourrure, une belle robe d'un rouge flamboyant. Et finalement, je vous présente aussi les éléphants d'Afrique, les éléphants d'Asie, qui sont très menacés par le braconnage. Eux, ces éléphants-là sont recherchés à cause de leur défense constituée d'ivoire. Alors, ils vivent dans la savane et sont menacés d'extinction. Dans le monde marin, il y a aussi le cas des belugas. Le beluga, c'est un mammifère marin qui vit près de nous dans l'estuaire du Saint-Laurent et qui sont très menacés par la pollution, particulièrement par la pollution chimique. J'ai déjà travaillé dans les années 90 pour le plan d'action Saint-Laurent et il y avait finalement, dans certains endroits, des concentrations élevées de divers produits chimiques, dont les biphénylpolychlorés, les dioxines, les furanes, et des cancers étaient détectés chez ces mammifères marins. Alors, il était considéré même encore aujourd'hui, comme une espèce sentinelle parce qu'il est très sensible à la pollution humaine, à la pollution chimique provenant de l'industrie particulièrement et d'autres activités humaines. Les carcasses de ces cétacés ont été découvertes dans le fleuve Saint-Laurent et, comme je l'ai mentionné, les déchets toxiques, puis une bioaccumulation dans les graisses de ces mammifères-là, de BPC. Et le système immunitaire aussi est menacé et entravé par ces produits-là chimiques et plusieurs morts de cancer. Maintenant, comme je dis, l'information provient de Futura Planète. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est que en ayant une formation en toxicologie de l'Université de Montréal, ça ne fait pas tellement longtemps que les universités... j'ai une formation en toxicologie de deuxième cycle à l'université et ça ne fait pas tellement longtemps que les universités s'intéressent aux liens intrinsèques entre les produits chimiques et la santé environnementale et la santé humaine. Alors, il faut voir aussi que tout ce qui a été fait dans le passé, maintenant nous avons les connaissances, mais tout ce qui a été fait dans le passé, ce n'était pas toujours de mauvaise foi. Mais maintenant, souvent, il faut réparer les pots cassés, comme on dit. Alors, les principales causes de la perte de la biodiversité, et particulièrement le déclin des animaux, c'est la destruction des habitats. La destruction des habitats, ça peut être fait à cause de l'agriculture intensive, la déforestation, les changements et perturbations climatiques, la pollution,
la chasse et le braconnage, bien sûr, l'élévation des températures et l'acidification des océans, en particulier en ce qui a trait aux mammifères marins, aux bélugas. Et c'est certain que la déforestation, l'agriculture intensive, les changements et perturbations climatiques, qui des fois occasionnent certaines sécheresses, certaines inondations. Fait que les animaux, ils sont obligés de changer de territoire, étant donné que leur habitat est détruit. Alors, cela a pour effet qu'eux autres, ils cherchent leur nourriture à quelque part pour survivre. Alors, ils se rapprochent de plus en plus des humains. Et la promiscuité entre les humains et les animaux sauvages s'accentue. Alors, ce qui a pour effet que le transfert des agents microbiens, comme les virus, les bactéries et autres micro-organismes, est facilité par cette promiscuité-là. Alors, cela donne lieu aux zoonoses. Les zoonoses, ce sont des maladies qui sont occasionnées par le transfert de ces agents microbiens-là des animaux aux humains. C'est de là l'importance de préserver la biodiversité, afin justement de prévenir dans le futur et d'enrayer de futures pandémies. Alors, je donne ici quelques exemples de maladies ou infections transmises des animaux aux humains qui ont eu lieu dans le passé. Par exemple, en 2003, comme j'ai dit, selon certains virologues, la question de l'origine du COVID-19 n'est pas vraiment résolue. Mais par contre, en 2003, on a déterminé que lors de l'épidémie de SRAS, un petit mammifère, le civette, était responsable de la transmission du virus de la chauve-souris à l'humain. Il y a eu aussi les fièvres hémorragiques dues à l'Ebola, qui était le contact direct et la manipulation, consommation avec des animaux infectés, vivants ou morts, ou encore avec leur liquide corporel. Ces animaux-là étant les singes, les chimpanzés, les chauves-souris. Il y a d'autres aussi zoonoses qui sont apparues avec le temps, la fièvre de Lassa en Afrique occidentale, l'infection à virus Nipah en Malaisie, en Inde orientale. Il y a eu aussi, plus près de nous, la grippe aviaire H1N1 en 2009 au Canada. Ça a commencé en Amérique du Nord en avril 2009 jusqu'à décembre 2009. À travers le monde, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont décédées, dont environ 500 Canadiens, 428 Canadiens. Les chiffres ne sont pas tout à fait toujours exacts d'une publication à l'autre. Puis ça, c'était des gènes issus de différents virus, grippaux qui ont circulé parmi des espèces aviaires, des espèces porcines, et aussi qui ont été transmises à l'humain. Et nous avons récemment le SRAS-CoV-2, qui est vraiment, jusqu'à présent, jugé comme une zoonose. Alors, je reviens toujours à l'importance de sauver le monde animal pour vraiment que tous les équilibres sur la planète soient respectés. Et je reviens à mon livre « Covido, le pangolin ». Et dans ce livre-là, justement, je parle, comme je l'ai déjà mentionné, de l'importance de sauver et de prendre soin du règne animal. Parce que, comme on l'a vu, s'il y a des déséquilibres, cela peut avoir plusieurs influences sur l'incidence de maladies du fait que ces animaux-là
perdent leur habitat, essaient de trouver de meilleurs territoires et se rapprochent de plus en plus des humains. D'où la promiscuité qui favorise l'émergence des zoonoses. Donc, comme je l'ai encore dit, les équilibres sont à respecter entre le monde végétal, le monde animal, les insectes, et qu'il y ait une bonne cohabitation avec l'humain. Les insectes aussi sont en péril. Certains insectes sont bénéfiques. Il y a 10% des insectes aussi qui sont menacés. On n'a qu'à penser aux abeilles qui sont très utiles et nécessaires pour la pollinisation du monde végétal et qui peuvent ainsi assurer l'agriculture et aussi la naissance de belles fleurs, mais aussi de certains fruits et légumes. J'ai parlé aussi de l'impact potentiel des changements climatiques comme étant un des facteurs importants pour justement qui nuisent, entre autres, au règne animal. En effet, ces changements climatiques-là, comme la première image, montrent qu'il y a des effets peut-être ici au Québec sur l'acériculture, les belles érablières que nous avons, mais particulièrement dans le monde marin, on peut avoir constaté des effets à cause de l'acidification des océans et à cause du dioxyde de carbone qui se dissout dans les mers et qui cause, entre autres, une acidification des océans. Et il y a des effets néfastes sur les coraux, sur les barrières de corail et aussi sur toute la faune aquatique. Les changements climatiques se font sentir sur la faune, justement. Les possibilités d'utilisation des territoires ne sont plus les mêmes pour plusieurs espèces. Par exemple, il y a des modifications dans la migration des caribous ici, dans les territoires du Québec, du nord du Québec. Les routes migratoires ne sont plus les mêmes. Ces animaux, on constate que ces animaux sont moins nombreux. Certains animaux sont en mode de survie. À travers le monde, les troupeaux de plusieurs espèces animales sont en déclin. La fonte du pergélisol nous mènera à la catastrophe en perturbant profondément les habitudes de vie des animaux nordiques. Mais aussi, si l'on tient compte du fait que le pergélisol aide à capter les gaz à effet de serre et qu'il emmagasine le méthane depuis longtemps. Donc, certains pensent que c'est une bombe à retardement. Si la fonte du pergélisol se poursuit, bien, il y aura toujours des émanations de méthane, qui est un des gaz encore très nocifs concernant qui peuvent occasionner justement cet effet de serre avec le CO2 et d'autres gaz et qui amènent les perturbations climatiques que nous avons commencé à connaître et qui se poursuivront malheureusement. La faune nordique, les ours polaires ainsi que les petits animaux nordiques sont menacés. La chaîne alimentaire peut se trouver perturbée. Maintenant, il y a une absence de régularité dans les saisons qui fait que la faune et la flore du Yukon sont très affectées. Il en est de même aussi pour d'autres régions. Les changements climatiques causent des déséquilibres dans les écosystèmes. Ces changements climatiques sont plus rapides que les capacités d'adaptation des animaux. Il y a danger pour la biodiversité. Par exemple, la petite image de droite, en bas,
Les lagopèdes sont des oiseaux qui passent la majeure partie de leur existence au sol, à proximité des arbres. 3 espèces vivent en Amérique du Nord. Le lagopède des saules, le lagopède à queue blanche et le lagopède alpin. Ces oiseaux résistants sont toujours adaptés au changement climatique à travers les siècles. Mais cette fois, à cause de la rapidité des changements climatiques, dont les effets se font sentir plus vite que prévu, vont-ils en être capables? Ce sont des questions auxquelles il faut continuer de réfléchir. Donc, d'où vient l'importance de préserver les forêts et de protéger les arbres? Dès l'école primaire, moi, je dis que c'est très important que les jeunes soient sensibilisés justement à la préservation des arbres et comprennent les grandes lignes de ce qu'est le phénomène de la photosynthèse et du rôle des arbres dans ce phénomène. Ils aident à l'absorption du gaz carbonique, justement, et à la suite de ce processus-là, ils fabriquent leur propre nourriture et il y a des rejets d'oxygène, une régénération de l'oxygène dans l'air. Il faut se poser une réflexion, quant aux valeurs. Et je le mentionne, je mets beaucoup l'accent sur les valeurs dans mon livre « Covido, le pangolin ». J'ai parlé de valeurs déjà, et je crois que le livre « Covido, le pangolin », j'espère de tout cœur qu'il va faire son chemin, particulièrement dans les établissements scolaires, dans les écoles, parce que ce livre-là, en accent sur les valeurs, particulièrement les valeurs du respect de soi, du respect des autres et bien entendu, du respect de l'environnement, sont primordiales pour justement en venir à faire en sorte que des attitudes soient changées pour et que des actions soient entreprises pour justement en arriver à établir des normes sur la planète qui sont plus respectueuses de la vie, de la nature. Et donc, par ricochet, de l'humain et des animaux et des plantes. Et j'ai pensé aussi qu'en influençant les jeunes par rapport à ces valeurs-là, que d'autres problèmes pourraient être peut-être pas complètement résolus, mais il y aurait sûrement un bon axe de solution pour des problèmes qui existent toujours dans les écoles, particulièrement les phénomènes d'intimidation qui malheureusement persistent dans certains milieux de vie. Alors, c'est certain que ces valeurs-là de respect de soi, de respect des autres, rejoignent aussi les campagnes de sensibilisation par rapport à ces phénomènes-là, ces problèmes-là d'intimidation et de violence qui existent malheureusement à certains endroits. C'est pour cela que je trouve que le livre « Covido, le pangolin » devrait être un outil pédagogique essentiel dans le catalogue des bibliothèques des écoles. Alors, je l'ai déjà dit, ces valeurs-là sont inhérentes à l'éco-citoyenneté. Si on lutte contre l'intimidation, si on lutte contre les dommages faits à la planète, alors on rejoint dans un sens plus large le concept de l'éco-citoyenneté qui, comme je l'ai dit, doit se manifester et se concrétiser par des actes. Et cela doit faire aussi influencer les programmes d'études actuellement. Mais toujours selon le stade d'apprentissage, niveau primaire, secondaire, éducation des adultes, etc.,
Il y a toujours un niveau de formulation, des niveaux de formulation. On peut toujours adapter le discours selon les programmes d'études et le stade où en sont rendus les apprenants. Il s'agit de trouver des solutions par la créativité, apprendre aux jeunes et aux moins jeunes à devenir créatifs dans leur démarche de résolution de problèmes. Et tout cela, tout ce que j'ai dit, bien entendu, l'écologie doit être au cœur de, si on regarde ce qui nous intéresse actuellement, la sauvegarde des bons milieux de vie pour assurer une bonne santé. Alors, tout cela, ça doit commencer, comme je l'ai mentionné, par de bonnes connaissances, parfois dans le domaine aussi des notions scientifiques comme le phénomène de photosynthèse qui assure la survie de l'homme, de l'humain et des animaux, ce qui nous apporte aussi que les plantes peuvent nous assurer notre nourriture et notre protection au niveau des forêts. Montrer l'importance entre les diverses espèces d'une population et entre les diverses populations d'une communauté. Tout forme un tout. Et de l'influence néfaste de l'homme sur les écosystèmes de la biosphère. Tout cela doit provenir d'une acquisition de notions d'écologie qui améliore la compréhension de la dynamique qui existe entre les éléments constitutifs d'un environnement et qui sensibilise aux problèmes de déséquilibre qui peuvent être associés aux perturbations. J'en reviens aussi à l'importance d'une bonne information. Tout cela doit commencer par une bonne information si on veut que les citoyens, jeunes et moins jeunes, puissent s'impliquer. Nous l'avons vu parfois dans certains dossiers, comment la désinformation peut amener à des désastres, je dirais, dans la prise de décision. Des prises de conscience doivent être effectuées aussi, parce qu'en réalité, nous partageons la même humanité. La diversité est essentielle à la vie. Les citoyens ont des droits, mais aussi des responsabilités. La citoyenneté a des impacts tant au niveau local que mondial. Le dialogue doit toujours demeurer respectueux et se fier aussi sur l'importance de la pluralité des points de vue, mais d'essayer d'en venir à un consensus pour le bien de tous. Alors, j'ai mis ici mon site web, 2 courriels où les gens peuvent me rejoindre. Et je vous remercie de votre attention, de votre participation, votre intérêt. Je rementionne le livre que j'ai écrit et qui est disponible depuis fin d'avril dernier dans toutes les librairies. Et c'est un livre jeunesse intitulé « Covido, le pangolin ». Et aussi, je mentionne le livre que j'ai écrit déjà, 3 défis contemporains, production et sources d'énergie, les changements climatiques, la pollution de l'air à l'échelle mondiale, qui est disponible dans les librairies sur demande et aussi chez Bouquin-Bec. Ce livre-là, soit dit en passant, il est présent dans plus de 48 bibliothèques municipales. Il a été retenu dans la sélection 2017 du prix Roberval en France dans la catégorie grand public. Et donc, même des gens qui ont peu de notions en sciences m'ont dit qu'ils avaient bien appris en lisant ce livre-là. Il est accessible. J'ai essayé de rendre le discours accessible, mais tous peuvent y tirer leur compte parce que les bibliographies sont très bien étoffées et, comme j'ai mentionné, les bibliothèques municipales l'ont acquis. Plusieurs cégeps, environ plus de 15 cégeps à travers la province. Plusieurs universités, même à travers le Canada, dont l'université
de Saint-Boniface au Manitoba, l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario, l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, ici au Québec, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, bien sûr, l'UQAM, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Outaouais, et j'en oublie peut-être, mais et finalement l'Université de Compiègne en France, qui chapeaute le prix Robert Dalle. Et encore la couverture, on voit bien le pangolin au centre et quelques animaux qui sont en voie d'extinction qui entourent le pangolin. Donc, Covido, le pangolin. Et finalement, le livre, la couverture du livre « 3 défis contemporains ». Dans ce livre-là, justement, en parlant du livre « 3 défis contemporains », j'ai essayé de bien expliquer le lien entre la façon, les sources d'énergie, nos modes de production d'énergie, qui constituent un grand défi, et finalement le lien avec les changements climatiques et finalement la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Il faut en venir aussi à essayer de conscientiser les jeunes et les moins jeunes à la beauté du monde. L'hymne à la beauté du monde, il y a eu même une chanson interprétée de Luc Plamondon, les paroles, et qui est interprétée entre autres par Diane Dufresne et autres interprètes. Alors, je vais terminer cet atelier dans le cadre de ce colloque en faisant jouer la composition faisant partie du répertoire de Camille Saint-Saëns. Encore une fois, je mentionne que c'est un compositeur du 19e siècle. Je trouvais que cette pièce, le Carnaval des animaux, était très pertinente à ma présentation. Ensuite, je vais rester disponible pour échanger avec vous si vous avez des questions, si vous avez des commentaires concernant ce que j'ai présenté ou, dans une façon plus large, concernant tout ce qui est relatif à l'environnement et à l'éducation à la santé, que nous puissions échanger ensemble, soit pour des commentaires, des questions, etc. Alors, à l'instant, je vous laisse bénéficier de cette belle écoute de la composition « Le Carnaval des animaux », la finale de Camille Saint-Saëns. À tantôt, je vous attends pour des questions et des commentaires et des beaux échanges. Et je vous remercie encore d'avoir assisté à ma présentation.